Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, en visite médicale à Paris depuis le 2 mai, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'est dit prêt à reprendre ses activités ce mardi 12 mai. De quoi rassurer les Ivoiriens qui s'inquiétaient de son état de santé. Les accusateurs d'Akinwumi Adesina remettent en cause le comité d'éthique de la Banque africaine de développement qui a blanchi le président de l'institution des accusations de prévarication et de favoritisme formulées contre lui. Ces derniers réclament désormais une enquête indépendante. Et puis le Fonds monétaire international vient d'actualiser ses prévisions sur l'Afrique par rapport à la pandémie de Covid-19. Selon l'institution, si la pandémie se termine en 2020, en 2021, l'année de l'après-Covid-19, 5 pays de l'Afrique subsaharienne résisteraient économiquement face au coronavirus. Les précisions dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, la commission électorale du Malawi a suggéré mercredi 13 mai d'avancer du 2 juillet au 23 juin 2020 le scrutin présidentiel prévu après l'annulation pour fraude de la réélection du président Peter Mutharika en mai 2019. Le 8 mai 2020, la Cour suprême a annoncé la tenue d'une nouvelle élection, confirmant ainsi le jugement de la Cour constitutionnelle qui en février 2020 avait annulé la victoire du président sortant. Ce nouveau scrutin doit se tenir dans les 150 jours à compter du 3 février 2020, conformément à sa décision. C'est dans le souhait de respecter ce délai que la présidente de la MEC, Jane Ansa, affirme avoir proposé cette date. Il revient désormais au Parlement de valider cette proposition. Il aura fallu une visioconférence pour rassurer les Ivoiriens. Amadou Gon Coulibaly s'est affiché sur les réseaux sociaux au cours d'une discussion avec le chef de l'État. Le Premier ministre ivoirien a subi un examen de coronarographie le 11 mai à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris dans le cadre de son contrôle médical périodique. Il se dit prêt à reprendre ses activités, imputant sa maladie à un rythme enchaîné et accélérer des activités à Ménédji. Sur les 300 milliards de francs CFA, soit 456,8 millions d'euros, annoncés le 31 mars dernier par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, en soutien à l'agriculture, 50 milliards de francs CFA lui auraient déjà été octroyés. Une annonce faite au cours de la deuxième adresse à la nation du président Alassane Ouattara dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-19. Au total, tout secteur économique confondu, ce sont 190 milliards de francs CFA qui ont déjà été décaissés pour le compte des différents mécanismes de soutien au titre du plan de soutien économique, social et humanitaire. Un décaissement qui va à l'endroit des fonds de solidarité, des fonds de soutien aux grandes entreprises, du fonds d'appui au secteur informel et celui agricole. Des instructions fermes ont été données en ce sens pour une gestion transparente des fonds, conformément aux standards internationaux. Et ce sont ces mesures qui sont indispensables, qui peuvent sécuriser l'alimentation, protéger les populations contre l'extrême pauvreté. Il faut bien penser à ce que les populations qui auront survécu vont manger. Qu'est-ce que les populations vont devenir? Ce qui devrait être fait actuellement, c'est des mesures compensatoires, chaque mesure étant bien ciblée par rapport au contexte de la production. Les organes de gestion des fonds mis à disposition feront l'objet d'un suivi sous la supervision de cabinets privés de renommée internationale avec des critères de sélection et un mode opératoire en accord avec le secteur privé. Les premiers soutiens, quant à eux, seront matérialisés à compter du vendredi 15 mai 2020. L'affaire de corruption dans laquelle est soupçonné le président de la BAD, Akinwumi Adesina, continue de faire couler beaucoup d'encre suite à la disculpation de ce dernier par le comité d'éthique de la Banque africaine de développement. Les lanceurs d'alerte ont réagi pour appeler à une enquête indépendante. Des mouvements qui pourraient influer sur la réélection prochaine du président à la tête de l'institution. Les détails avec Ange Noménian. Les lanceurs d'alerte s'opposent à la disculpation du président de la BAD, Akinwumi Adesina. Ces derniers déplorent la décision qui a été prise par le comité d'éthique et estiment qu'une enquête indépendante doit être ouverte. Le 19 janvier 2020, ce groupe d'employeurs a lancé un rapport dans lequel il condamne le président de la BAD pour des faits liés à la corruption.
On est à quelques encablures d'une élection, donc visiblement il est le seul candidat pour l'instant. On est dans le jeu de la politique, de la diffamation. Le problème, c'est que jusqu'à preuve du contraire, les lanceurs d'alerte, semble-t-il, n'ont pas apporté des preuves irréfutables. En tout cas, on leur reproche de ne pas avoir apporté des preuves. Vous savez, c'est l'éternel problème. C'est pas parce qu'on dit que on vous soupçonne d'avoir fait quelque chose que vous l'avez fait. Le comité d'éthique de la BAD avait demandé aux lanceurs d'alerte d'apporter des preuves pour justifier les accusations. Ces derniers n'ont pas voulu le faire de peur de voir l'identité de ses membres révélée. Suite à cela, le comité d'éthique a rejeté toutes les accusations formulées à l'encontre du président Adesina. Vous savez, le problème avec les lanceurs d'alerte, et très souvent, c'est que voilà, ils partent d'une petite suspicion. On vous dit que paraîtrait-il qu'il se passerait quelque chose. Donc, il faut faire une enquête. Et automatiquement, on jette l'opprobre sur la personne. Et je pense que ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela qu'on attend d'eux. On attend d'eux qu'ils aient des preuves tangibles. C'est très facile de venir dire, paraîtrait-il qu'il se passerait quelque chose. Vaut mieux avoir une enquête comme ça permettrait de dilucider le problème et de régler le problème à tout le monde. Non. Cette affaire a ravivé les critiques en interne contre la gouvernance du président de la BAD. Seul candidat à sa réélection, Akinwumi Adesina, devrait briguer un second mandat à la tête de l'institution. La Somalie recherche des investissements pour le développement de son secteur pétrolier. Le pays a récemment lancé son premier cycle de licence d'exploitation pétrolière depuis la fin de la guerre civile qui a duré près de 30 ans. Les précisions de Nathalie Mo. La Somalie lance officiellement son industrie pétrolière. Ce 12 mai 2020, le ministre du Pétrole Abdirachid Mohamed Ahmed a annoncé l'ouverture de la première phase de licence depuis près de 3 décennies. Cette campagne qui court du 4 août 2020 au 12 mars 2021 concerne 7 blocs pétroliers offshore. Un pas de plus dans ce secteur après la modification du code pétrolier en février 2020, texte qui établit un accord de partage des revenus avec les États fédérés. Donc une telle réforme, dans le cadre notamment de l'octroi de licence, va permettre alors à la Somalie de renforcer également sa capacité de résilience au plan interne. En l'octroyant de telles licences, cela va aider alors de renforcer l'autonomie financière alors de cet État qui est fragmenté quasiment depuis 3 décennies. L'étape que s'apprête à franchir le secteur pétrolier somalien intervient cependant dans un contexte difficile marqué par la baisse des cours du pétrole à cause de la pandémie de Covid-19. Situation qui a contraint le gouvernement à réduire son cycle de licence de 15 à 7 sites. La Somalie tient tout de même à se positionner comme le prochain hub pétrolier d'Afrique de l'Est. La Somalie dispose d'une diaspora importante, notamment aux États-Unis, et d'un gisement pétrolier vraiment très gigantesque. Donc il est évident que si le président actuel, s'il engage des réformes politiques et économiques, cela va attirer essentiellement le capital humain somalien qui est actuellement encore dans la diaspora. L'octroi de telles licences doit être forcément sécurisé si la Somalie veut continuer à attirer des investisseurs dans ce domaine. L'exploration en Somalie a commencé dans les années 1950. Cependant, le début de la guerre civile a stoppé les activités offshore et onshore. Avec la reprise des activités pétrolières, les entreprises détentrices de licences dans le pays avant 1991 réclament désormais les droits hérités de leurs concessions. Dans l'actualité également, les autorités mauriciennes ont annoncé mercredi 13 mai ne plus compter aucun cas actif de Covid-19 dans le pays et n'avoir recensé aucun nouveau cas depuis 17 jours. L'île Maurice estime ainsi avoir gagné une première bataille face à la pandémie, mais entend ne pas baisser le niveau de vigilance. Il y a encore quelques semaines, le pays était le plus touché par la maladie en Afrique de l'Est avec 332 cas déclarés seulement 6 semaines après le début de la pandémie. Par contre, mauvaise nouvelle pour le Lesotho qui a enregistré ce mercredi 13 mai son premier cas de Covid-19. Le royaume enclavé devient ainsi le dernier pays d'Afrique australe et orientale à être touché par le coronavirus. Les autorités ont dit avoir effectué 81 tests pour le Covid-19 sur des voyageurs venus d'Afrique du Sud et d'Arabie Saoudite et c'est parmi eux que le cas positif a été détecté. L'Afrique du Sud, son voisin, a déjà enregistré plus de 10 000 cas.
Dans l'éventualité où la pandémie de Covid-19 s'achève en 2020, la Côte d'Ivoire, le Niger, les Seychelles, la Guinée et le Botswana seront les pays africains les moins impactés économiquement par la crise sanitaire mondiale. C'est du moins ce qui ressort du dernier rapport du Fonds monétaire international. La croissance de ces pays serait moins touchée par la récession car leur PIB est essentiellement tiré par le secteur primaire, notamment l'agriculture. Les précisions d'Aïssa Toubari. L'espoir n'est pas perdu pour les économies de certains pays africains. Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international, l'après-Covid-19, c'est-à-dire en 2021, sera marqué par une croissance notée dans 5 pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Niger, les Seychelles, la Guinée et le Botswana. Une situation qui s'expliquerait par le fait que la croissance de ces pays serait moins touchée par la récession car leur PIB est essentiellement tiré par le secteur primaire, notamment l'agriculture. Tous ces pays vivent principalement du secteur primaire, à savoir l'agriculture principalement et les secteurs connexes. Donc cette pandémie a contraint ces pays-là à utiliser d'abord les productions nationales et à se passer un tout petit peu de tout ce qui est importation. La participation ou sinon la contribution de l'agriculture au PIB de ces pays étant très grand, cette productivité-là ne dépend pas de ces mesures barrières comme je l'ai évoqué tantôt, mais dépend plutôt de la pluviométrie. Selon le dernier rapport du FMI, la Côte d'Ivoire sera le premier pays africain à sortir du lot avec un taux de croissance de 8,7% en 2021. Elle sera suivie du Niger, 8,1%, des Seychelles, 8%. La Guinée pointe à la 4e place avec 7,6% et enfin le Botswana avec 6,8%. Même si ces 5 pays vont connaître la croissance, les effets de la récession se feront sentir dans d'autres secteurs, tels que le tourisme, le commerce, le transport. Par ailleurs, le coronavirus aura des effets négatifs sur l'évolution de la dette publique dans ces pays. La dette publique de la Côte d'Ivoire va se situer à 31,5 milliards de dollars en 2020 et 30,8 milliards de dollars en 2021 et celle du Niger se chiffrera entre 29,3 milliards de dollars et 28,6 milliards de dollars sur la période 2020-2021. En Éthiopie, les agents communautaires sont un maillon essentiel de la lutte contre la propagation du Covid-19. Le gouvernement éthiopien, qui a décrété l'état d'urgence depuis le 8 avril, a recruté une armée de près de 40 000 agents de santé communautaires, dont une majorité de femmes prêtes à sillonner tout le pays. Leur mission, s'assurer que les informations relatives au coronavirus sont bien connues de tous, même dans les villages les plus reculés. Nelly Bessa. Pour contrer la pandémie de Covid-19 en Éthiopie, le gouvernement a mis en œuvre une batterie de mesures pour éviter à tout prix l'engorgement des établissements de santé. De l'état d'urgence décrété le 8 avril à la fermeture des frontières, le gouvernement éthiopien a également opté pour la prévention. Une prévention menée par les agents communautaires qui sillonnent le pays pour s'assurer non seulement de la fiabilité des données sur le terrain, mais aussi que les gestes barrières tels que le lavage des mains et les mesures de distanciation sociale sont bien connus de tous. En pleine pandémie de coronavirus, l'engagement communautaire est fondamental. Quand quelqu'un parle votre langue, vit la même réalité que vous êtes prêt à l'écouter et à changer vos comportements que parfois les autorités ont du mal à faire appliquer. Si les agents de santé communautaires sont autant approuvés par le gouvernement éthiopien et les populations, c'est parce qu'ils sont des personnes qui ont toute la confiance des populations. En outre, l'initiative a déjà fait ses preuves par le passé dans le cadre de la lutte menée contre la mortalité maternelle et infantile, dont les taux de mortalité respectifs ont chuté de 67% et 71% entre 1990 et 2015. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait une stigmatisation des ménages où il y avait des cas de Covid positifs. La levée de barrières est venue d'un agent de santé communautaire qui a été le premier, qui s'est habillé. Ça a beaucoup aidé à ce qu'il n'y ait plus de stigmatisation et les gens ont volontairement ouvert leur maison pour que les équipes d'intervention rapide viennent faire le diagnostic. La proximité est plus importante. Il serait vraiment mieux que c'est quelqu'un qui vive dans la communauté, qui vienne faire la communication dans ces maisons-là.
Soulignons que depuis 2003, l'Éthiopie forme et déploie les agents de vulgarisation sanitaire à l'échelle nationale dans le cadre de programmes de santé communautaire. Avec le travail de prévention de ces agents de santé communautaire, le gouvernement éthiopien s'assure que les messages transmis sont perçus et appliqués par tous dans cette lutte contre le coronavirus. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.